Voici le dernier moment de Jean Portemanov. Avant de mourir, il a laissé derrière lui une image si troublante qu'elle a glacé le sang de ces milliers de spectateurs, le corps inerte, recouvert d'une simple couette, deux silhouettes à ses côtés. Un silence pesant et une bouteille d'eau lancée comme un geste dérisoire, puis l'écran noir. Ce n'était pas une scène de fiction, ni une performance préparée. C'était la réalité brutale de la fin d'un homme qui avait bâti sa carrière sur l'excès, la douleur et la provocation. Raphaël Graven, connu sous le pseudonyme de Jean Portemanov ou simplement JP, était plus qu'un streamer, il était une énigme, une légende sombre, un symbole d'une génération fascinée par le spectacle de la souffrance en direct. Ancien militaire, il avait troqué les champs de bataille pour la scène numérique, mais les cicatrices de son passé semblaient chaque seconde de ses apparitions. Là-haut, d'autres cherchaient à divertir, lui cherchaient à choquer. Ce live, suivi par des centaines de milliers de fans, était marqué par des défis extrêmes, des humiliations publiques et une exposition de plus en plus dangereuse de son corps et de son esprit. Et pourtant, personne n'aurait imaginé que cette quête sans limite se terminerait dans l'horreur d'un direct mortel. Ce soir-là, ce n'était pas seulement un homme qui s'éteignait, c'était tout un système qui révélait son visage le plus sombre, la compétition impitoyable des plateformes de streaming, l'indifférence des spectateurs transformés en voyeurs, et le silence des autorités jusqu'à ce que la tragédie éclate. Ce que peu savent encore, c'est que la mort de Jean Portemanov n'est pas un simple accident. Derrière les images figées du livre, il y a des zones d'ombre, des responsabilités partagées, des complicités silencieuses. Était-il victime de ses partenaires de stream, de la pression de son public, ou bien d'un engrenage qu'il avait lui-même construit? Voici l'histoire d'un homme dont le destin, déjà marqué par la violence, s'est achevé dans l'un des scandales les plus controversés du monde numérique français. Une histoire où l'adrénaline se confond avec l'autodestruction, et où chaque vérité cachée révèle une tragédie plus profonde que la précédente. Pour comprendre la chute vertigineuse de Jean Portemanov, il faut d'abord plonger dans son univers, dans le décor où il a construit sa légende trouble. Car Jean n'était pas simplement un streamer, anonyme perdu dans la masse numérique. Il était une figure marquante d'une époque où le divertissement en ligne s'était transformé en arène, où la frontière entre le spectacle et la cruauté devenait chaque jour plus floue. Raphaël Graven, devenu Jean Portemanov, avait 46 ans, à un âge où beaucoup de ses contemporains s'étaient déjà rangés dans la stabilité. Lui avait choisi la voie de l'excès et de la provocation. Ancien militaire, il connaissait le poids de la discipline et de la douleur physique, mais lorsqu'il entra dans le monde du streaming, il décida d'en faire une arme, un outil pour se distinguer dans une mer de contenu souvent insipide. Son passé de soldat devint son identité, celui qui pouvait endurer, résister, choquer et survivre. Nous sommes dans les années 2020, une décennie marquée par une accélération sans précédent du contenu en direct, puis avait dominé le marché, mais une nouvelle plateforme australienne, Kick, surgit avec la promesse d'une liberté presque totale, loin des règles strictes de ses concurrents. Kick devint rapidement le refuge de ceux qui voulaient repousser les limites. Jeux d'argent, provocation, défis extrêmes, tout y était permis ou presque. Et pour Jean, ce fut l'endroit parfait pour imposer son style sur Kick. Il bâtit une chaîne française qui allait devenir la plus suivie du pays. Ses lives étaient marathon, 24 heures d'images continues, où les spectateurs pouvaient le voir subir insultes, coups, humiliations et défis absurdes. C'était un mélange étrange entre télé-réalité, cirque romain et confession publique. Chaque diffusion devenait un spectacle où l'homme se transformait en gladiateur et le public en juge insatiable. Plus la douleur était réelle, plus les vues grimpaient. Mais derrière ce succès se cachait une atmosphère lourde, les rires nerveux, les provocations de ses partenaires de live, l'acharnement constant du chat. Tout cela construisait une tension permanente. Jean semblait accepter ce rôle avec une résignation presque stoïque, comme s'il avait trouvé dans cette exposition brutale une raison d'exister. Pourtant, derrière son regard parfois vide, certains voyaient un abîme. Thème principal de cette histoire apparaît alors, implicite mais incontournable. Jusqu'où peut-on aller pour divertir, quand le besoin d'attirer l'attention, de choquer et de provoquer devient plus fort que le respect de la vie humaine? Où tracer la limite? Le cas de Jean Portemanov illustre parfaitement cette dérive. Sa mort en direct n'était pas seulement un accident tragique, mais le reflet d'une culture qui glorifie la souffrance au nom de l'audience à travers sa carrière et son dernier souffle en ligne. C'est toute une époque qui s'expose, celle où les plateformes en quête de notoriété ferment les lieux sur des pratiques dangereuses, où les spectateurs se transforment en complices passifs, et où les créateurs eux-mêmes deviennent prisonniers de leurs propres excès. Jean Portemanov n'était pas seulement un homme en quête de visibilité, il était le symbole d'une génération perdue dans le besoin constant de reconnaissance.
prête à franchir toutes les frontières, même celles de la dignité et de la mort. Sa trajectoire, à la fois fascinante et terrifiante, résonne comme une mise en garde. Derrière chaque spectacle numérique, il y a un être humain. Et parfois, cet être humain se consume sous nos yeux. Tout commence comme une curiosité, lorsque Jean Porte-Manov s'installe pour ses premiers lives sur Kik. Il attire d'abord un public modeste, intrigué par ce quadragénaire qui ne ressemblait pas aux jeunes streamers habituels. Son ton grave, sa carrure marquée par les années de service militaire, son regard un peu dur, tout en lui détonnait dans un univers dominé par l'énergie juvénile et la légèreté. Mais c'est précisément cette différence qui l'a fait remarquer au départ. Ces lives n'avaient rien d'extraordinaire, discussions, anecdotes de sa carrière militaire, quelques défis physiques, puis, au fil du temps, la mécanique s'installe. Jean comprend vite que pour capter l'attention, il faut frapper fort, créer un choc visuel ou émotionnel. Il commence à accepter des défis de plus en plus extrêmes, souvent proposés par ses spectateurs eux-mêmes, endurer la douleur, subir des humiliations, prolonger des diffusions sans sommeil. Chaque limite franchie attirait de nouveaux curieux. L'événement initial, qui le propulse dans une autre dimension, est un live marathon de 24 heures. Durant cette diffusion, il se laisse gifler, pousser, insulter par ses compagnons de stream, tout en affichant un visage imperturbable. La vidéo, partagée sur les réseaux sociaux, devient virale. Ce type est indestructible, écrivent certains. C'est de la folie pure, dénoncent d'autres. Mais l'important est ailleurs, la tension explose. Et Jean comprend qu'il a trouvé sa voie. Le développement de cette nouvelle carrière se fait sur un fil tendu entre admiration et dégoût. D'un côté, un public de plus en plus fidèle qui le voit comme un gladiateur moderne, prêt à tout pour divertir. De l'autre, des critiques sévères, dénonçant un spectacle de souffrance et une exploitation de sa vulnérabilité. Les journaux commencent à parler de lui. Les débats se multiplient. Faut-il interdire ces dérives ou les considérer comme une simple extension du divertissement extrême? C'est à ce moment-là que les rumeurs commencent. Certains affirment que Jean n'est pas maître de ses propres lives, qu'il subit la pression de ses partenaires et de son entourage. D'autres disent qu'il est dépendant de cette exposition, incapable de s'arrêter par peur de retomber dans l'anonymat. Les plus sombres insinuent même qu'il aurait des dettes, et que ces défis extrêmes serviraient à les rembourser grâce aux dons et aux abords. Aucune preuve solide, mais suffisamment de murmures pour nourrir le maïs. L'escalade continue. Jean participe à des séquences de plus en plus dures, rester enfermé dans des conditions insalubres, boire jusqu'à l'excès, se faire humilier en direct. Chaque livre devient une nouvelle épreuve, chaque défi un pas de plus vers le gouffre. Son public, avide de sensations fortes, encourage sans cesse, plus fort, plus longtemps, plus dangereux. Et Jean, prisonnier de son rôle, obéit. Puis arrive la nuit fatale. Un livre qui, au départ, devait ressembler aux autres, quelques défis, quelques rires, l'éternelle dynamique entre lui et ses deux compagnons. Mais cette fois, le ton change, l'alcool coule, les gestes deviennent plus brusques, les regards plus lourds. Jean s'allonge, visiblement épuisé, peut-être déjà en détresse. Ses partenaires continuent de jouer, comme si de rien n'était. Le moment décisif survient lorsque l'un d'eux lui lance une bouteille d'eau en plastique, un geste qui se voulait banal, mais qui prend une dimension tragique lorsqu'il reste immobile. Pas de réaction, pas un mot. Quelques secondes de flottement, puis l'écran coupe. Ce direct devient son dernier. Quelques heures plus tard, la nouvelle tombe, Jean Porte-Manov est mort. Les causes précises restent floues, mais l'effet est immédiat. Les réseaux sociaux s'embrasent, partagés entre choc, tristesse et colère. Était-ce un accident, une négligence? Ou bien la conclusion inévitable d'une trajectoire autodestructrice, le point culminant de son histoire n'est pas seulement sa mort, mais ce qu'elle révèle. En disparaissant ainsi, Jean met en lumière la face sombre d'un système où le spectacle prime sur la dignité. Les plateformes comme Kik sont accusées d'encourager ces excès. Les spectateurs sont pointés du doigt pour leur voyeurisme. Et ses partenaires de livres sont soudain considérés comme complices. Le gouvernement réagit, parlant des horreurs absolues et promettant des mesures. Les conséquences sont multiples. Pour certains, Jean devient un martyr, un symbole de la dérive du divertissement numérique. Pour d'autres, il reste responsable de ses choix, celui qui a volontairement franchi toutes les limites. Mais une chose est certaine, son nom restera associé à l'un des scandales les plus marquants de l'histoire du streaming. Sa montée fulgurante et sa chute brutale forment un récit à la fois fascinant et terrifiant. Un récit où l'ambition se transforme en dépendance, où le spectacle devient une prison, et où la quête de reconnaissance finit par coûter la vie. La mort de Jean Porte-Manov aurait pu être traitée comme une tragédie isolée, une simple fatalité survenue en direct.
Mais très vite, les zones d'ombre se multiplient et avec elles, un flot de révélations, de rumeurs et de scandales. Ce qui aurait pu être l'histoire triste d'un homme brisé devient alors le miroir d'une industrie. Sans limite est le cœur d'une controverse nationale dès les premières heures. Une question obsède les spectateurs, pourquoi ses compagnons de livre n'ont-ils pas réagi? La vidéo montre clairement Jean allongé, inerte, alors qu'une bouteille d'eau est jetée vers lui. Pas de geste d'alerte, pas d'appel visible à l'aide. Ce silence, cette passivité, choque. Pour certains, ces deux hommes sont des complices. Pour d'autres, ils ne sont que les reflets de l'indifférence qu'exige le spectacle, continuer à jouer le rôle. Quoi qu'il arrive, même quand la vie bascule, témoignages coulent sur les réseaux. Des internautes racontent avoir vu Jean s'éteindre progressivement depuis des mois. Rongé par l'épuisement, l'alcool et la pression. Des extraits d'anciens lives refont surface, on le voit vaciller, se faire insulter sans broncher, boire jusqu'à l'excès. Chaque séquence, autrefois consommée comme une distraction, prend désormais des allures de preuve accablantes. Tout était là, sous nos yeux, écrivent certains. Et nous n'avons rien fait. Les médias s'emparent de l'affaire. Les plateaux, télésénime, experts en psychologie, sociologues du numérique, avocats et responsables politiques se succèdent pour commenter le drame. Les mots les plus durs fusent, exploitation ou mise en danger. Voyeurisme de masse, l'opinion publique se fracture. D'un côté, ceux qui accusent Kik d'avoir favorisé ce climat toxique, de l'autre, ceux qui estiment que Jean était adulte et responsable de ses choix. Mais tous s'accordent sur un point. Ce qui s'est produit dépasse l'entendement, puis viennent les confidences. Un ancien proche de Jean, resté anonyme, déclare « Il vivait pour ses streams. Tout le reste n'existait plus. Il savait que c'était dangereux, mais il ne pouvait pas s'arrêter. Il disait toujours « Si je coupe, je disparais ». Cette phrase résonne comme une confession d'addiction. Le streaming n'était plus pour lui un métier, mais une dépendance vitale. Un piège dont il ne pouvait se libérer. Dans les coulisses, d'autres rumeurs circulent. Certains avancent que Jean aurait subi des pressions financières. D'autres insinuent que ses partenaires de livres profitaient de sa vulnérabilité pour alimenter un spectacle toujours plus extrême, sachant que les vues, les dons et les abats grimpaient. La frontière entre camaraderie et exploitation devient impossible à tracer. Le point culminant de cette controverse est atteint lorsque le gouvernement français réagit. Officiellement, la ministre de la Culture qualifie les VO d'horreur absolue et promet de réguler les plateformes de streaming. Des associations appellent à la fermeture de Kik en France, accusé de complaisance avec la violence et l'humiliation. Pour la première fois, l'État semble reconnaître publiquement que l'univers numérique n'est pas un monde parallèle hors de contrôle, mais un espace où des vies réelles sont en jeu. Les réactions des spectateurs, elles, oscillent entre culpabilité et fascination. Sur les forums, certains avouent « On l'a regardé mourir et on n'a rien dit ». D'autres se défendent « C'était son choix. Il savait dans quoi il s'engageait ». Le public devient alors partie intégrante du scandale, non plus simple témoin, mais acteur silencieux d'une tragédie en direct. Ce que révèle cette vérité noire, c'est l'envers du décor d'un divertissement devenu monstrueux. Derrière chaque défi, chaque humiliation, chaque rire nerveux se cachait une douleur bien réelle. Jean n'était pas seulement un personnage de scène, il était un homme qui, peu à peu, s'est perdu dans son rôle. Un homme dont le dernier souffle fut consommé comme une image virale, partagée, commentée. Disséqué, il reste une phrase glissée par l'un de ses compagnons dans une interview improvisée. On pensait qu'il jouait encore son rôle. Cette confession glaçante résume tout le drame. Jean avait tellement intégré la souffrance dans son spectacle que même au moment où il mourait, personne n'a su distinguer la scène de la réalité. Rappelez-vous ce que vous avez vécu en découvrant cette histoire. Ce n'était pas un film, pas une fiction, mais la mise à mort silencieuse d'un homme en quête de reconnaissance. Une mise à mort partagée en direct, offerte en spectacle à une génération fascinée par l'excès. Et désormais, plus rien ne pourra effacer ce souvenir. L'affaire Jean Porte-Manov n'est pas seulement une tragédie individuelle, mais une fable moderne sur les dérives du divertissement numérique. En tant que chaîne, nous cherchons à comprendre ce que son histoire dit de notre époque. Et non seulement de lui en tant qu'homme, car derrière les faits se cache une question essentielle. Jean était-il une victime ou un architecte de sa propre chute d'un côté? Il est difficile de ne pas voir en lui un homme prisonnier, prisonnier de son rôle de gladiateur numérique, prisonnier de la pression d'un public insatiable, prisonnier des mécaniques d'une plateforme qui valorise le choc et la démesure. Sa trajectoire rappelle celle d'artistes ou de sportifs qui, pour maintenir leur statut, ont franchi des limites destructrices. On pourrait dire qu'il s'est sacrifié à l'autel de l'audience, et que ce sacrifice en direct n'était que l'ultime étape d'un engrenage devenu incontrôlable. Mais de l'autre côté, il ne faut pas l'idéaliser en martyr absolu. Jean avait une part de responsabilité, ses choix, ses provocations,
Sa manière d'alimenter une spirale d'excès ne peuvent pas être totalement effacées. Il savait, mieux que quiconque, que ces défis étaient dangereux. Il savait que la frontière entre jeu et réalité devenait poreuse. Et pourtant, il a continué. Cette dualité victime et bourreau de lui-même est ce qui rend son histoire si troublante. Ce que l'on peut affirmer, c'est que Jean Porte-Manœuvre restera comme un symbole d'une époque où le besoin de reconnaissance pousse à l'extrême, où la souffrance devient une monnaie d'échange, où l'intime est sacrifié au profit du spectacle. Sa mort, choquante et publique, agit comme un électrochoc. Elle nous oblige à regarder en face notre propre rôle, celui des spectateurs qui, en cliquant, en commentant, en encourageant, participent à nourrir ces dérives. Notre opinion est claire, Jean n'était ni un monstre ni un héros. Il était un homme complexe, avec ses failles et ses cicatrices, qui a trouvé dans le streaming un moyen de combler un vide, mais qui s'y est perdu. Sa mort ne doit pas être seulement consommée comme un scandale ou une curiosité morbide, mais comme une leçon. Une leçon sur les dangers de la surenchère numérique, sur la responsabilité des plateformes, et sur les limites que nous devons collectivement fixer. Vous, qu'en pensez-vous? Était-il condamné dès le départ à s'autodétruire? Était-ce un homme manipulé par un système ou simplement victime de ses propres démons? Sa mémoire doit-elle être celle d'un avertissement ou celle d'un pionnier tragique du streaming extrême? La vérité ou faux appartient au regard de chacun. Mais une chose est certaine, l'histoire de Jean Porte-Manœuvre ne peut pas être oubliée. Elle fait partie de ces récits qui, au-delà du scandale, posent des questions inconfortables sur nous-mêmes et sur la société que nous construisons. Il y a des histoires qui semblent appartenir à une autre époque, et pourtant elles résonnent avec une intensité insupportable dans notre présent. Celle de Jean Porte-Manœuvre en fait partie. Derrière le bruit des scandales, derrière les débats passionnés et les accusations, demeure l'image d'un homme seul, assis devant sa caméra, cherchant dans la lumière crue du streaming quelque chose qu'il n'a peut-être jamais trouvé ailleurs, une forme de reconnaissance, une raison d'exister. On se souviendra de lui comme d'un être paradoxal, ancien soldat. Il portait en lui la discipline et la dureté d'un combattant, mais aussi la fragilité d'un homme qui se savait vulnérable. Sa carrière de streamer fut une longue traversée, oscillant entre gloire numérique et abîme personnel. Ses lives, marqués par l'excès, contenaient aussi des éclats de sincérité, un rire brusque, une confidence glissée à demi-mot, un regard fatigué qui trahissait l'usure aujourd'hui. Quand on évoque Jean Porte-Manœuvre, ce n'est pas seulement l'image d'un scandale que l'on garde en mémoire, c'est aussi celle d'une génération connectée. Perdu entre désir d'attention et peur de disparaître, Jean est devenu, malgré lui, un miroir. Il reflète nos contradictions, le besoin de spectacle et la recherche d'humanité. L'attrait du danger et la nostalgie d'une vie plus simple, son héritage est douloureux. Mais il existe, il nous rappelle que derrière chaque écran, il y a une vie fragile, et que le numérique n'efface jamais la réalité. Jean a brûlé sa flamme trop vite, mais son histoire restera comme une mise en garde, une trace indélébile dans la mémoire collective, celle d'un homme qui, en cherchant à se montrer au monde, a fini par disparaître sous nos yeux. Il y a des histoires qui n'ont jamais été racontées, mais maintenant, vous les connaissez.